Quelles innovations demain pour un coût acceptable pour les clients? On a choisi de commencer avec vous parce que vous allez nous parler du véhicule autonome, qui est un peu le fantasme ultime de la mobilité, qui nécessite l'emploi d'énormément de technologies, et puis ça nous permettra d'échanger ensuite. Donc, on vous laisse la parole. Laurent Desplaces. Merci Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, le véhicule autonome ou le véhicule sans conducteur, c'est évidemment un sujet éminemment difficile à traiter devant une assemblée de passionnés par l'automobile. Alors, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est bien sûr de regarder, comparer évolution-révolution. Évolution, ça c'est devant les gènes de l'automobile. Révolution, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment une rupture dans les modes de vie, une remise en cause de valeurs fondamentales, une modification très profonde des équilibres économiques. Et vous allez voir que la voiture sans conducteur, donc finalement retirer l'homme de ce processus de conduite, ça répond tout à fait à ce critère et ça peut avoir ce type d'impact. Alors les technologies, qu'est-ce qu'elles nous promettent? Tout d'abord, nous voyons les technologies se développer pour apporter plus d'autonomie aux véhicules. Bon, plus d'autonomie, c'est d'abord donner plus d'assistance au conducteur et éventuellement remplacer le conducteur. D'abord le remplacer dans des situations d'urgence. On a constaté que dans 80% des cas d'accident, le conducteur freinait mal ou même ne freinait pas du tout. Bon, d'où l'idée évidemment de mettre des capteurs dans les véhicules qui puissent détecter les situations à risque et freiner à la place du conducteur. Donc l'évolution, elle va aller vers plus de sécurité, plus d'autonomie du véhicule, en dotant ce véhicule de capteurs et également de capacités logicielles pour interpréter les situations, pour éviter les situations à risque. Donc ces capteurs, ils existent. Le problème, c'est essentiellement leur coût. Vous avez certainement entendu parler de la Google Car. Bon, la Google Car embarque environ 150 000 $ de capteurs pour pouvoir évoluer de façon autonome. C'est pour ça qu'il y a un deuxième axe qui est très intéressant, c'est l'axe de la coopération entre véhicules. Donc là, c'est assez différent. Là, l'idée, c'est d'avoir un échange d'informations en temps réel, de façon à réduire les temps de réaction. Si je vois les feux stop de la voiture qui me précède s'allumer, il me faut entre 1 et 3 secondes pour réagir, si je suis en forme. Avec une transmission par radio de ce que fait la voiture devant, si elle communique avec mon véhicule, on peut espérer réduire ce temps de réaction à environ 10 millisecondes. Donc on imagine que ça change complètement les choses. C'est quelque chose qui existe déjà dans l'aviation civile, où deux avions en route de collision échangent des informations et instantanément on propose aux pilotes des solutions de résolution de ce conflit. Donc là, le rythme, donc comme je le disais, les solutions existent, le rythme d'adoption de ces solutions, il va dépendre très étroitement des pouvoirs publics. Ils ont imposé la ceinture de sécurité, l'ABS, l'ESP. On peut imaginer que ce type de solution, qui n'est pas très onéreux, puisque là on parle d'électronique de grand public, donc finalement ce type de solution pourrait s'imposer très rapidement. Bien. Alors effectivement, quand on parle de véhicules autonomes, on n'oublie pas de dire qu'il y a une autre grande révolution pour l'automobile, c'est la maîtrise des émissions polluantes, aller vers des véhicules décarbonés. Alors François Sudan, vous êtes en charge donc du programme Véhicules du futur au sein du comité technique automobile de la PFA, de la plateforme de la filière automobile. Donc le but, c'est concevoir des innovations collaboratives entre les partenaires du programme, je les cite, Renault, PSA, Michelin, Valeo, Plastic Omnium et Forcia. Et c'est un projet qu'on pourrait baptiser finalement, pour réconcilier le meilleur des deux mondes, voiture 2 litres au 100 connectée. Bon, je ne sais pas si vous l'avez précisé, mais on parle de voitures commercialisées en 2020. Donc je ne crois pas personnellement qu'on aura tous les développements qui ont été décrits. Elles ne seront pas toutes autonomes, mais dites-nous précisément, c'est cela qui nous intéresse. Lesquelles et avec quelle techno? Alors, peut-être pour parler de la consommation. Donc ce qui est clair, c'est qu'on sera obligé de passer par l'hybridation. Parce que l'hybridation permet de récupérer l'énergie cinétique que de ne pas récupérer une voiture classique thermique. Donc ça, c'est la première chose. On pourra ensuite imaginer des améliorations du rendement de la partie purement GMP, donc amélioration de la combustion. Groupe motopropulseur, sait-on jamais? Groupe motopropulseur, oui, c'est mieux en le disant. Bien évidemment, l'amélioration du rendement véhicule, mais le programme veut faire non pas des engins de mobilité urbaine, mais bien des voitures, on va dire, assez classiques,
c'est-à-dire respectant un volume d'habitacles assez classique, on va dire un segment B, mais pourquoi pas si on peut les appliquer sur des voitures un petit peu plus grosses. Et puis avec un espace de rangement en termes de rangement habitacle, mais également de coffre, qui reste dans ce qui est acceptable pour le client. Coût du gramme de CO2 gagné, 20 € le gramme en 2007. Aujourd'hui, on est à 100 € le gramme en moins de CO2. Alors ça coûte très cher. C'est très lié, bien évidemment, au volume. Donc ces chiffres, il ne faut pas les retenir en tant que valeur. Mais ce que je voulais passer comme message, c'est que des solutions d'amélioration du rendement moteur du type système de déphasage à émission-échappement, système de stop and start, on était dans les solutions qui étaient, pour rester dans la même échelle, hein, qui étaient aux alentours de 20-40 € du gramme. Quand on attaque des solutions avec des stockers de type batterie, de type supercapacité, avec évidemment une chaîne de traction complexe parce que beaucoup d'électronique, on commence plutôt à évoluer vers des valeurs de 100 à voire 200 € du gramme. Il est clair que compte tenu de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la part des ménages, du budget des ménages qui se restreint de plus en plus, plus la crise économique, on voit bien que le challenge de ce programme et de l'ensemble des constructeurs de la filière est un challenge passionnant. Renault a investi 4 milliards d'euros, c'est le seul chiffre officiel qui circule, donc le seul que j'emploierai, dans son programme industriel zéro émission, ZE. Et l'innovation, c'est pour tout de suite, puisque après Twizy, Zoé a été lancé aux OPO de mars, aux opérations portes ouvertes de mars. Satisfaite des premiers résultats ? Alors effectivement, Zoé a été commercialisée là mi-mars. Donc c'est la 4e voiture électrique et dernière annoncée par Renault, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas d'autres, mais pour l'instant en tout cas on va se mobiliser plutôt sur la vente de ces voitures et la capacité qu'on aura à les vendre en dehors de l'Europe, qui est un point important. Alors est-ce qu'on est content ? On peut regarder toujours le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est honnête avec nous-mêmes, le marché du véhicule électrique c'est un marché de niche. Il est très faible pour l'instant. C'est donc, appelons un chat un chat. Renault a vendu, y compris Twizy, 17 000 voitures l'année dernière. Donc ça reste des volumes très faibles. On va bien sûr monter les volumes cette année grâce à la commercialisation de Zoé. Il faut juste se dire que faire du véhicule électrique, c'est apprendre pour électrifier les véhicules. Et l'électrification des véhicules, c'est une nécessité absolue pour le futur, pour des raisons de réduction d'émissions de CO2 et donc très réglementées sur l'ensemble des marchés futurs. Le véhicule électrique n'a pas livré toutes ces innovations aujourd'hui, en tout cas chez Renault. Sur quelle piste travaillez-vous ? La Zoé, c'est le début. Oui, alors il y a les innovations techniques avec des débats à non plus finir sur la batterie, donc je vais laisser les spécialistes s'exprimer s'ils le veulent. On a mis quelques innovations sur la voiture qui ont un but unique, c'est d'augmenter l'autonomie, puisque c'est un des points d'adhésion, l'idéal étant de se rapprocher des 200 km d'autonomie pour le client tout temps, on va dire. Aujourd'hui, c'est plutôt 120 ? 150. 150 hein, voilà, en moyenne, on va dire. Il y a quand même un deuxième point d'innovation associé au véhicule électrique, c'est son business model. L'idée étant de dire il ne faut pas que la voiture soit trop chère, sinon on a très peu de clients. Donc Renault a décidé de sortir le prix de la batterie de la voiture, qui est quand même un prix assez important, et donc de la faire payer par tranche, tout comme un téléphone portable. Donc il n'y a pas de révolution, si ce n'est qu'on ne l'avait jamais fait. Si ce n'est qu'un téléphone portable, on le recharge partout. Voilà, c'est ça. Mais enfin, on a du mal à s'en servir pour se déplacer. Même aussi, voilà. Bien joué, un partout. Voilà. Alors, Jérôme Perrin, je me tourne vers vous maintenant. En tant que président de la fondation Moveo Tech, donc, et alors prochain directeur de l'Institut VDCOM, dont vous soulignez qu'il est toujours en cours de constitution, vos financeurs sont l'État, d'une part, 55 millions d'euros sur 10 ans, et vous avez des contributeurs qui sont Renault, qui sont PSA, Valeo, Forcia, EADS ou Safran sont également dedans. Par exemple, voilà. Et puis aussi, de manière générale, des acteurs qui ne sont pas de la filière automobile au sens strict, mais qui participent à tout le système de la mobilité. Donc voilà, il y a une différence par rapport à ce que fait François Sudan. 3 grands axes. Un qui est autour de l'électrification des chaînes de traction,
Hors fabrication, conception de la batterie ou de la pile à combustible, hein, pour nous c'est quelque chose Donc, qui nous ce vient que d'ailleurs. décrivait Béatrice Fouché à l'instant, On ne travaille pas dessus directement, il y a d'autres endroits qui y travaillent. À Grenoble, divers en niveaux particulier. d'électrification, voilà. Donc par contre, c'est l'intégration d'une batterie, d'une chaîne de traction, donc d'une machine électrique, de l'électronique de puissance qui va avec, et tout ceci dans une perspective de réduction drastique des coûts, parce que la perspective, c'est des volumes qui se multiplient par 100 par rapport à ce qu'il y a maintenant. Donc il faut travailler aussi une économie assez importante et intelligente sur le prélèvement en matière première. Un autre aspect, c'est remplacer des capteurs sophistiqués qui coûtent cher par plutôt plus d'intelligence. Donc travailler sur des algorithmes. On a finalement des gens qui sont vraiment spécialisés dans la fusion de données, sur l'intégration de systèmes, etc. Et on travaille avec un autre IRT là-dessus. Et puis, on a la troisième dimension, c'est comment... Alors pardon, la deuxième, c'est la délégation de la conduite délégation de conduite connectivité. et connectivité. Le véhicule connecté communicant, si vous voulez, qui permet d'améliorer la fluidité, donc contribution à réduction de consommation d'énergie. Et puis la troisième dimension, c'est comment pour un individu aller d'un point A à un point B dans un minimum de temps, avec un minimum d'énergie pour un coût le moindre, et de manière la plus simple possible. Est-ce que ça inclut le partage automobile? Ça comprend toutes les dimensions de la mobilité en termes partagés, et donc dans ces dimensions, multimodalité, autopartage, tous les services qui peuvent être associés, qui eux vont être gérés via les serveurs du cloud, et puis qui pourront être reportés sur de l'infrastructure, reportés sur des plateformes numériques multimodales gérées par des municipalités ou des opérateurs de transport. Donc c'est tout cet aspect-là qu'on travaille. Comment raccrocher les PME et les ETI à ce dispositif précisément? Oseo accompagne les petites et les moyennes entreprises et puis les entreprises de taille intermédiaire. Et comment est-ce qu'on les accompagne? Eh bien, nous les accompagnons dans leurs projets d'innovation. Hein, comment est-ce qu'on accompagne une entreprise dans son projet d'innovation? D'une part en leur apportant de la trésorerie, et d'autre part en essayant de diminuer leurs risques, puisque les risques dans le cadre des projets d'innovation sont en général relativement importants. Et plus il y a des risques, et plus nous pouvons les accompagner. Et pour ça, eh bien, comme elles n'ont pas de commande, on les aide financièrement, soit sous forme de subvention, soit surtout sous forme d'avance remboursable. En cas de succès, c'est-à-dire que si vous leur passez une commande intéressante, à ce moment-là, elles ont quelque part un succès et elles remboursent. Et ça, c'est un modèle vertueux qui permet de financer les autres. Merci madame, merci messieurs. Applaudissements pour nos conférenciers.